correction du contrôle 1, troisième année collège. Tu vas trouver le PDF de ce contrôle sous la vidéo dans la boîte de description. Alors on commence par la première question. Parmi ces termes scientifiques, écrire celui qui correspond à chacune des définitions. La première définition. Le point de contact entre une fibre nerveuse motrice et la fibre musculaire. Donc là, faites attention. Il y a deux termes qui sont vraiment très proches, la plaque motrice et l'unité motrice. Et pour cette raison-là, la plupart des élèves se trompent. La plaque motrice, c'est quoi? La plaque motrice, c'est le point de contact entre une fibre nerveuse motrice et la fibre musculaire. On parle aussi d'une synapse neuromusculaire, c'est-à-dire c'est le point de jonction qui permet le passage du message nerveux moteur de la terminaison nerveuse vers la fibre musculaire. Alors que l'unité motrice, quant à elle, c'est l'ensemble formé par un neurone moteur et les fibres musculaires qui l'innervent. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'un seul neurone moteur est capable de commander plusieurs fibres musculaires, bien sûr par des messages nerveux moteurs. Cette structure-là, dans laquelle il y a un seul neurone d'une part et plusieurs fibres musculaires d'une autre part, s'appelle l'unité motrice. Alors pour résumer et bien comprendre, tu dois savoir que le message nerveux moteur dans l'unité motrice passe du neurone moteur vers les fibres musculaires à travers les plaques motrices. Donc la première définition, c'est la plaque motrice et la deuxième, c'est l'unité motrice. Une activité nerveuse sensitive qui nous permet de percevoir l'environnement. Bien sûr, là, on parle de la sensibilité consciente. Unité structurelle et fonctionnelle du muscle, c'est la fibre musculaire. Alors, on passe maintenant à la deuxième question. De mettre une croix dans la case vrai ou faux selon les expressions proposées. Et on commence par la première phrase. Les organes qui font des mouvements complexes occupent une surface importante dans l'aire motrice. Cette phrase est juste. Dans ce cas, on parle surtout de la main et du visage, parce que ces deux organes occupent une grande proportion à la surface de l'aire motrice par rapport aux autres parties du corps. Cela s'explique par l'importance de ces organes dans notre vie quotidienne, car ce sont eux qui nous permettent de réaliser des mouvements complexes et précis. On passe à la deuxième phrase. La matière grise du cerveau constitue le cortex cérébral et comporte des fibres nerveuses. Alors là, faites attention, il y a un piège. La première partie de la phrase est juste, mais la deuxième est fausse. Le cortex cérébral, c'est la matière grise du cerveau, mais il ne contient pas les fibres nerveuses. Du coup, il contient des corps cellulaires. Donc, les fibres nerveuses, on les trouve dans la matière blanche, pas la matière grise. La troisième phrase, la lésion du nerf gustatif provoque la perte de la vision, la cécité. Cette phrase est fausse. Le nerf gustatif, c'est le nerf qui relie la langue avec le cerveau. Sa lésion, ça va provoquer une perte de goût, pas la vision. Donc, la perte de la vision peut être causée par une lésion au niveau du nerf optique. La quatrième phrase, les fibres nerveuses motrices conduisent l'influx nerveux moteur vers le muscle. Donc là, c'est juste. Alors, passons maintenant à la troisième question. Répondre aux questions suivantes. A. Légender le document ci-contre. Alors, le document représente deux mouvements, le mouvement de la flexion et le mouvement de l'extension. Ces deux mouvements sont assurés, bien sûr, par la contraction et le relâchement de deux muscles importants, sont le biceps et le triceps. Numéro 1, c'est un biceps relâché. Numéro 2, c'est un triceps contracté. 3, donc là, on voit le mouvement de l'extension. 4, c'est le mouvement de la flexion. Alors, pour le mouvement de la flexion, c'est totalement l'inverse concernant le biceps et le triceps. Donc, le biceps, là, on observe qu'il est contracté, alors que le triceps est relâché. Question B.
Comment appelle-t-on deux muscles? Ces deux muscles, ce sont des muscles antagonistes, car ils font deux mouvements opposés. Si l'un est contracté, l'autre il va être relâché et vice-versa. Question C. Citer deux dangers qui menacent le système musculaire. Pour les dangers, il y en a plusieurs, mais on va prendre comme exemple les plus simples, c'est l'élongation musculaire et déchirure musculaire. Maintenant, on passe à la deuxième partie du contrôle qui a besoin plus de concentration par rapport à la première. C'est l'exploitation des documents et mobilisation des apprentissages. Une remarque à savoir avant de commencer, cette partie-là se repose surtout sur une nouvelle situation. C'est-à-dire qu'il y a un nouveau problème que tu n'as pas rencontré dans la classe et que tu es invité à le résoudre en utilisant toutes les capacités, les connaissances que tu as appris dans la classe. C'est pour cela il faut bien se concentrer, de ne pas avoir peur quand tu rencontres des nouveaux termes. C'est tout à fait normal d'utiliser un langage scientifique bien choisi en se basant bien sûr sur tes connaissances et de lire tout l'exercice avant de commencer le travail. Aussi, tu dois savoir que toute situation se compose d'abord d'une introduction qui présente l'idée générale de l'exercice et son objectif et les données à déchiffrer. Après, il y a aussi les consignes à comprendre et à résoudre. Commençons par l'introduction. La poliomyélite est une maladie grave causée par une infection par le virus qui s'appelle poliovirus. Ce virus affecte le système nerveux. La maladie s'appelle la paralysie Flask-Ege PFA, donc, ce qui peut entraîner une paralysie touchant le plus souvent les membres inférieurs d'une façon asymétrique. Des enfants sans impact significatif sur la sensibilité consciente avec la présence d'une atrophie musculaire. Pour comprendre la cause de la paralysie des membres inférieurs des enfants touchés, on propose les données suivantes. Alors, on souligne d'abord les termes et les phrases importantes dans l'introduction. La poliomyélite, donc là, c'est le nom scientifique de la maladie et bien sûr, c'est un nouveau terme pour toi. C'est une maladie grave causée par une infection par le virus, poliovirus. Là, c'est important. Et on commence à comprendre l'exercice. Donc, la cause de cette maladie est un virus qui s'appelle poliovirus. Ce virus affecte le système nerveux, la paralysie Flask-Ege PFA, ce qui peut entraîner une paralysie touchant le plus souvent les membres inférieurs asymétriques du enfant. Donc là, le virus attaque le système nerveux et cause une paralysie des membres inférieurs. On arrête là pour se rappeler un petit peu de ce qu'on a vu dans la classe. La paralysie, c'est quoi? La paralysie, c'est la perte de la motricité, soit le mouvement volontaire, on parle d'une motricité volontaire ou bien involontaire. Les membres inférieurs, c'est les jambes. Asymétrique, c'est-à-dire que la paralysie ne touche pas les deux jambes, mais juste une seule. Sans impact significatif sur la sensibilité consciente et l'atrophie musculaire. Donc, ça, ce qu'on vient d'expliquer, le virus provoque la paralysie de la jambe avec la conservation de la sensibilité tactile, c'est-à-dire que l'enfant est capable de sentir la douleur, le froid, la chaleur, les objets, etc., mais il est incapable de faire bouger sa jambe. L'atrophie musculaire, c'est quoi? C'est la diminution de volume de muscle, comme on voit dans l'image. Donc, la jambe paralysée devient moins développée par rapport à la normale. On continue. Donc, pour comprendre la cause de la paralysie des membres inférieurs des enfants touchés, on propose les données suivantes. Donc, ça, c'est l'objectif. Le but de l'exercice, c'est de comprendre et savoir la cause de la paralysie des membres inférieurs des enfants touchés.
La question 1. Proposer une hypothèse pour expliquer la cause de la paralysie des membres inférieurs chez les enfants malades. Alors là, faites attention. L'hypothèse, c'est quoi? L'hypothèse, c'est une solution ou bien une proposition possible à un problème, basée bien sûr sur des observations et des connaissances existantes, et qu'il doit être testé après pour vérifier sa validité, c'est-à-dire qu'il y a une autre étape après l'hypothèse, c'est la vérification de cette hypothèse. Donc là, à partir de cette définition, on comprend trois choses importantes pour une hypothèse. La première, c'est une proposition possible, c'est-à-dire qu'il affirme l'incertitude. On n'est pas sûr. C'est pour cela, dans la formulation de la phrase, tu dois utiliser des termes qui affirment l'incertitude, comme supposons, on suppose, peut-être, etc. La deuxième chose, elle se base sur des observations et des connaissances existantes. Donc là, on se base sur l'introduction de l'exercice. L'exercice, il parle d'un virus qui attaque le système nerveux et qui provoque une paralysie de la jambe sans effet sur la sensibilité tactile. Donc à partir de ça, pour que l'hypothèse soit juste, tu dois éviter de parler de la sensibilité. Tu dois se concentrer seulement sur la motricité. On peut poser la question suivante. Quels sont les organes qui interviennent dans la motricité? Donc, pour les organes qui interviennent, il y a l'aire motrice du cerveau, il y a la moelle épinière, il y a les nerfs moteurs, il y a le muscle. Donc, la paralysie de la jambe de l'enfant est due à quoi? Il est due à une lésion qui touche un de ces organes. Qui est la cause de cette lésion? C'est le poliovirus. Et je formule l'hypothèse en respectant ces règles. On suppose que la paralysie des membres inférieurs des enfants est due à l'infection par le poliovirus qui provoque la lésion de l'aire motrice du cerveau de ces enfants. On peut aussi dire une lésion au niveau de la moelle épinière, des voies nerveuses motrices, des muscles, etc. Une remarque. Si l'exercice distingue entre les deux jambes, donc là, je dois préciser l'hémisphère affecté. C'est la jambe gauche qui est touchée. Je propose la lésion de l'aire motrice droite et vice-versa. La troisième chose, l'hypothèse doit être testée pour vérifier sa validité. Donc, on va utiliser les données de l'exercice pour la vérifier, est-ce qu'il est valide ou bien invalide. Et on continue l'exercice. Afin d'expliquer comment poliovirus provoque les déséquilibres dans la mobilité des membres, on suggère les données suivantes. Examens médicaux, l'autopsie médicale du corps de deux enfants, l'un normal et l'autre infecté par le poliovirus, a permis de réaliser du coupe médulaire. Les figures du document 2 montrent les résultats de l'observation microscopique de ces coupes. L'autopsie, c'est quoi? L'autopsie, c'est un examen qu'on fait sur un cadavre, c'est-à-dire qu'après la mort des enfants touchés, on va prélever leur moelle épinière pour l'examiner. Donc là, on a fait des coupes médulaires. Les coupes médulaires, c'est les coupes de la moelle épinière, médulaire relative à la moelle épinière. Alors, dans les figures, on observe une coupe longitudinale de la moelle épinière avec la légende. Alors là, faites attention. Les éléments présentés par la figure, c'est probablement les éléments qu'on va utiliser pour résoudre le problème. Alors la moelle épinière se compose, là on voit une substance blanche qui est externe, une substance grise interne et les deux cornes, une corne postérieure et une corne antérieure. La figure A, c'est la moelle épinière de l'enfant normal et B, c'est l'enfant atteint. Dans les deux moelles épinières, on remarque la présence des points noirs. On lit la remarque pour comprendre la signification de ces points. Donc, sur les figures A et B, les corps cellulaires des neurones apparaissent au niveau de la matière grise, se forment de points noirs. Donc là, on comprend que les points noirs, ce sont des corps cellulaires. La question 2.
Comparer la distribution du corps cellulaire du neurone dans la corne antérieure et la corne postérieure de la matière grise chez l'enfant normal et l'enfant atteint. Tout d'abord, je dois comprendre la question. Dans la question, il me demande de comparer la présence des corps cellulaires dans la corne antérieure de la matière grise de l'enfant normal avec les corps cellulaires présents dans la corne antérieure de l'enfant atteint, l'enfant malade, et de comparer la présence du corps cellulaire dans la corne postérieure de la matière grise de l'enfant normal avec les corps cellulaires présents dans la corne postérieure de l'enfant atteint. Donc là, je dois faire deux comparaisons, une pour la corne antérieure, une autre pour la corne postérieure. N'oubliez pas de mentionner ça dans la réponse. Et on commence par la corne postérieure. Donc, on a dit que les points noirs représentent les corps cellulaires. Quand on compare les deux cornes postérieures de deux enfants, on voit bien que sont similaires. C'est-à-dire que les corps cellulaires présents dans la corne postérieure de la matière grise de l'enfant normal, ce sont les mêmes que ceux présents dans la corne postérieure de l'enfant atteint. Donc, pour la corne postérieure, on ne voit pas de différence entre les deux. Alors, pour la corne antérieure, là, on voit la différence. On remarque que la corne antérieure de l'enfant normal présente plus de corps cellulaires par rapport à l'enfant atteint. Donc là, dans la corne antérieure de l'enfant normal, les corps cellulaires sont nombreux, sa concentration est élevée, alors que là dans l'enfant atteint, on observe que sont moins nombreux et la concentration des corps cellulaires, des points noirs, c'est faible, c'est les moins élevé. Alors on écrit ça dans une phrase. Essayez d'écrire une phrase correcte et bien formulée. Je commence la comparaison par une remarque. Comparaison de la corne postérieure, on remarque que la répartition du corps cellulaire dans la corne postérieure de l'enfant normal est similaire à celle de l'enfant atteint. Donc là, pas de différence. Comparaison de la corne antérieure, on remarque que la concentration du corps cellulaire dans la corne postérieure de l'enfant normal est plus élevée à celle de l'enfant atteint. Donc là, on voit la différence. Alors là, on peut poser la question. Pourquoi il y a moins de corps cellulaires dans la moelle épinière de l'enfant atteint par rapport à l'enfant normal? Donc, à partir de l'exercice, on peut comprendre, c'est à cause de poliovirus. C'est lui qui attaque la moelle épinière et détruit les corps cellulaires. C'est pour ça, leur concentration dans la corne antérieure est faible. Et on continue l'exercice. La moelle épinière et la motricité. Pour mettre en évidence le rôle de la moelle épinière dans la transmission de l'influx nerveux, Majan et Bell ont effectué les expériences suivantes. Alors là, c'est simple. On a déjà fait ces expériences dans la classe et c'est les expériences qu'on utilise pour déterminer l'arc de réflexe. Pour ceux que tu te rappelles plus, c'est le trajet de message nerveux lors d'un mouvement involontaire. La question 3. En utilisant de tes connaissances et les données du tableau, expliquez les résultats de la section 1 et 2. Alors là, faites attention. Dans cette question, on ne te demande pas de faire une conclusion, comme on a fait dans la classe, mais d'expliquer les résultats. Et c'est vraiment tellement différent entre les deux. Commence par la première section pour voir la différence. Donc, avant de commencer, tu dois être capable de lire le schéma. Donc, le schéma représente la structure de la moelle épinière. Là, on voit les deux racines, la racine dorsale, la racine ventrale. Ça, c'est le nerf rachidien. Et bien sûr, là, on voit les deux cornes et les deux matières, la matière grise qui est interne et la matière blanche qui est externe. Donc, la section 1 est faite sur la racine dorsale, c'est à ce niveau-là.
Donc cela provoque une perte de la sensibilité dans la région à laquelle le nerf rachidien est attaché avec la conservation de la motricité. Donc la section de cette racine, la section de la racine dorsale, provoque une perte de la sensibilité tactile, mais pas la motricité. La motricité, il est encore là, elle est conservée. Il y a seulement la perte de la sensibilité tactile. Alors, pour donner une explication correcte à ce résultat, on doit poser la question suivante. Pourquoi le fait de couper, de sectionner la racine dorsale entraîne une perte de la sensibilité? Tout simplement car cette racine-là comporte de fibres nerveuses sensitives qui permettent de conduire le message nerveux sensitif de la moelle vers la moelle épinière, pardon, ainsi vers le cerveau. Si la racine dorsale est sectionnée, ça provoque le blocage de la transmission de messages nerveux sensitifs vers le centre nerveux, ce qui provoque la perte de la sensibilité. On fait la même chose pour la section 2. La section 2, c'est la section de la racine ventrale qui provoque comme résultat la paralysie de la région à laquelle le nerf rachidien est attaché, tout en conservant la sensibilité. Donc ça, c'est le contraire de la section 1. Là, on observe la perte de la motricité, mais pas la sensibilité. Pourquoi? Car la racine ventrale comporte de fibres nerveuses motrices qui conduisent le message nerveux moteur vers le muscle. Donc, si la racine dorsale est sectionnée, ça bloque la transmission du message nerveux moteur vers le muscle, ce qui provoque l'absence de contraction musculaire et la perte de la motricité. Donc, pour l'explication, je dois détailler un petit peu. La question 4. Tracer sur le schéma le neurone moteur par le vert et le neurone sensitif par le rouge, en mettant les flèches qui indiquent le sens du message nerveux moteur. Donc, d'après les expériences, qu'est-ce qu'on a remarqué? On a remarqué que la section de la racine dorsale n'a pas un impact sur la motricité. Il y a une perte de la sensibilité, mais pas la motricité. Et la section de la racine ventrale provoque la perte de la motricité, mais il n'a pas un impact sur la sensibilité. Et ça montre quoi? Ça montre qu'il y a l'intervention des neurones différents dans ces deux racines. Alors, les deux racines sont séparées. Donc, dans la racine dorsale, il y a la présence d'un neurone sensitif. C'est un neurone bipolaire. Dans une extrémité comporte un récepteur sensoriel qui permet de capter le stimulus et le transformer en message nerveux sensitif. Et dans l'autre extrémité, il y a une arborisation terminale où le message est transmis vers une autre cellule. Dans ce cas, on parle d'une neurone intermédiaire. Et on n'oublie pas de dessiner le corps cellulaire de ce neurone. Le corps cellulaire présente dans le ganglion spinal. Dans la racine ventrale, il y a un neurone moteur qui se compose de dendrites qui capte le message nerveux moteur provient de neurones intermédiaires et un corps cellulaire et un axon lent, très lent, qui permet de conduire le message nerveux moteur jusqu'à le muscle, où se fait la transmission de ce message par ce qu'on appelle des plaques motrices. Donc, le neurone moteur avec le muscle, bien les fibres musculaires, donc ça représente l'unité motrice. Et ces points là où se fait le passage de message s'appellent les plaques motrices. Maintenant, on va mettre les flèches. On commence par la peau qui capte le stimulus, le transforme en message nerveux sensitif. Ainsi, le message sensitif est transmis par le neurone sensitif jusqu'à la moelle épinière. Là, il y a l'intervention du neurone intermédiaire qui va transformer ce message en message nerveux moteur. Alors, le message moteur va être transmis par le neurone moteur jusqu'à le muscle qui reçoit le message et réalise le mouvement. La question 5. Sachant que la multiplication du poliovirus est responsable de la mort cellulaire du neurone.
en utilisant de tes connaissances et les données de l'exercice, expliquer comment le poliovirus provoque la paralysie des membres inférieurs. Alors, tout d'abord et avant de répondre à cette question, on doit comprendre la méthode correcte pour réaliser une bonne explication. C'est quoi le but de l'explication? Le but de l'explication, c'est de relier la cause avec la conséquence. Et on fait ça par une réponse qui comporte plusieurs étapes. Dans cet exercice, la cause, c'est l'infection par le poliovirus. Et la conséquence, c'est la paralysie des membres inférieurs. Pour relier la cause avec la conséquence, on doit d'abord utiliser un langage précis et scientifique. Et puis éviter les généralités, les idées qui sont vagues. Donc, on commence l'explication par la cause. C'est la cause qu'on met au début de l'explication. Donc, la cause, c'est l'infection par le poliovirus. Flèche. Donc, la flèche signifie provoque. Donc, l'infection par le poliovirus, d'après le document 2, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que le poliovirus détruit les corps cellulaires de la couronne antérieure de la moelle épinière. Et à partir des expériences de Magendie, on a conclu que la corne postérieure contient du neurone moteur. D'accord? Donc, la destruction qui se fait au niveau de la corne antérieure par le poliovirus, c'est la destruction du corps cellulaire de neurone moteur, ce qui provoque la mort du neurone moteur. Ça va bloquer la transmission du message nerveux moteur vers les muscles du membre inférieur. L'absence de message nerveux moteur, ça donne l'absence de la contraction musculaire de ces membres. Et la conséquence de tout ça, c'est la paralysie des membres inférieurs. Et là, vous voyez que dans l'explication, on a utilisé les connaissances, on a utilisé aussi toutes les données qu'on a vues dans notre exercice. La question 6. Quel est l'impact de cette maladie sur les muscles du membre? Alors, l'impact, on le voit dans l'image. Donc, quand le muscle ne reçoit plus des messages nerveux moteurs, soit provient du cortex moteur de l'aire motrice ou bien de la moelle épinière comme notre cas. Donc vous voyez que le muscle s'atrophie, c'est-à-dire son volume diminue, vous voyez que le muscle apparaît moins développé et bien sûr il s'affaiblit. Donc c'est ça l'impact de cette maladie sur le muscle.